Bonjour et bienvenue sur Ouvango. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tournage un petit peu particulier. On avait fait un tournage un peu particulier il n'y a pas longtemps sur la Stark Future. Aujourd'hui c'est encore une journée un peu particulière. On va vous faire la présentation d'une discipline que vous connaissez sûrement de nom. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas, c'est le stunt. Et le stunt en particulier en Martinique, ici sur le stade de Dillon. La petite présentation qu'on va vous faire c'est sur la discipline que je pratique. Je vous en avais parlé sur l'essai de la Stark que je voulais vous présenter la V2 de la Stark Future. Ça sera la présentation en même temps de mes motos et de la Stark et aussi de Josué qui est le stunter avec qui je pratique en Martinique. On est deux, on a été beaucoup plus, mais bref, on va en parler juste après. On vous présente ça tout de suite. Je suis passionné de moto depuis très longtemps, ça fait vraiment des années, je donnerai un peu plus de détails plus tard. Le stunt, j'ai découvert ça en 2005. J'ai commencé à faire du stunt en 2005, un peu comme tout le monde, en regardant un peu les réseaux sociaux. Et à l'époque du forum Crazy Moto, on avait toute une communauté, un forum avec une section stunt. On était là, on a découvert ça, on discutait beaucoup, on se partageait des vidéos. C'était vraiment la grande époque des forums qui n'existe plus maintenant. Avec les vidéos américaines, les vieilles teams du Sunshine State et de toutes ces choses-là, avec même d'autres gars comme Darius, voilà, c'est vraiment une grande période avec les Breston d'ailleurs en France et d'autres, Lorient, Stunt Forever, voilà. Ça va rappeler des souvenirs à pas mal de gens. J'ai commencé comme ça et du coup j'ai accroché, j'ai jamais vraiment lâché le morceau et j'ai passé beaucoup de motos différentes. Commencé avec un petit MBK Stunt, un scooter, une Aprilia RS50, donc on passe sur la première boîte à vitesse, Yamaha Phaser 600 préparé stunt, je crois que j'ai eu un ER6 préparé stunt, ensuite CBR F injection, ensuite j'ai eu mon premier GSXR 750 2006, 600 2005, il faut arriver ici, mon GSXR 7,5 2009, un GSXR 600 qui est aussi derrière, qui maintenant est à Josué, ensuite en contrepartie encore une autre moto MT-09 et maintenant la Stark. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de bécanes, j'ai jamais lâché vraiment le stunt avec des petites pauses, tout le monde fait des petites pauses, mais toujours à fond dans la discipline et bien passionné. Du coup, et toi Josué, explique-nous comment tu as débarqué dans le stunt, comment tu as mis un pied à l'étrier dans le stunt. Alors moi, c'est essentiellement grâce à 3 personnes en fait, à vrai dire. C'était courant 2019 où je roulais avec les Madin Riders ici, notamment Alan qui est président du club et qui a fait la connaissance de Madin Stunt Rider là. Arnaud, si tu nous vois, big up. Et Sarah du coup, qui gérait un peu l'assaut de stunt en plus de Ben. C'est à travers un petit stage. Comme tout le monde, on voit des vidéos de stunters. Bon, à mon époque, c'était plus Jorian que je voyais, enfin des Ben Baldini, des Romain Gendreau, tout ça qu'on voyait, qui nous envoyait du rêve. Et bon, quand l'opportunité s'est présentée de pouvoir apprendre à faire des roues, ne serait-ce que ça, j'ai dit pourquoi pas, puisqu'ils avaient un petit 125 qui faisait faire des apprentissages. Et puis en fait ça a fait boule de neige. Et puis à force de venir là, de voir Ben et Arnaud rouler notamment, ça m'a donné envie de moi aussi de m'y mettre. Et puis finalement l'occasion s'est présentée. Que je vende ma moto. Ben avait voulu se séparer de sa moto pour partir sur un autre projet. Et du coup j'ai dit bon, ça c'est une occasion qui va pas se représenter de sitôt, d'avoir une moto qui est déjà full prépa pour carrément s'y mettre de suite quoi. J'ai dit surtout en Martinique. Surtout en Martinique en plus de surcroît. Et du coup j'ai pas réfléchi plus longtemps, j'ai dit vas-y je te l'apprends. Et ça a commencé comme ça. Le plus grand défi pour le stunt en Martinique, c'est pas très compliqué. Il y a vraiment un point qui est galère, c'est le réapprovisionnement de pièces. C'est toujours compliqué parce que les fournisseurs sont soit aux États-Unis, soit en France. Il y a beaucoup de fournisseurs des fois qui livrent pas en Martinique, où on n'existe même pas en fait en l'occurrence. Ça c'est une autre problématique. Donc soit on est obligé de faire des ponts en faisant réexpédier à gauche, à droite, et malheureusement souvent aussi la problématique de la douane. La douane qui pose des problèmes où voilà, c'est un petit peu compliqué. J'avais eu des commandes de pièces aux États-Unis sur le MT-09 que j'avais préparé pendant la période Covid. Ça a été une vraie galère. J'ai dû faire partir des États-Unis en France, en Martinique. J'ai payé 4 fois les frais de port. Enfin, ça a été compliqué. Les défis, c'est s'approprier la moto. J'avoue que c'est de se lancer directement sur un 600 full prépa en grosse démule. Ça fait chaud au cœur, on va dire, parce que bon, comme Ben, j'ai pas fait mes classes, j'ai pas fait les MBK Stunt, j'ai pas fait les petites classes. C'était un peu le gros saut direct, le gros bassin. Du coup, bon, c'est en plus des défis qu'ils ont eux au quotidien à relever, moi j'en avais encore une couche supplémentaire, c'est de découvrir la pratique, découvrir les bons gestes. Enfin voilà, ça s'est toujours bien passé grâce à eux justement, parce que l'avantage que j'ai eu par rapport à eux qui ont débuté où ça se construisait, enfin la pratique se construisait en même temps qu'elle évoluait, et du coup j'ai
pu avoir bénéficié de leur expérience en fait. Et du coup, j'ai beaucoup moins galéré sur certaines choses qu'ils avaient déjà eu. Du coup, bon, vu que j'avais les grands frères, on va dire que ça s'est bien passé. Et du coup, problème de pièces, je présume aussi, comme nous tous, quoi. Et oui, ben, problème de pièces surtout, que quand tu débutes, tu casses beaucoup. On va pas se rappeler le nombre de bagnoles et de poteaux stop qui ont pris cher dans la manœuvre là. Un raté, ça arrive, il y en a eu, ouais. Ça fait partie du jeu, du coup on en rigole aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est pas forcément évident quand on casse et qu'on se dit, là, je suis à l'arrêt pendant des mois, le temps que les pièces arrivent. Donc, c'est sûr que, en fait, ça nous met des pressions en plus pour pas casser la moto. C'est déjà que c'est pas facile. Et du coup, faut qu'on se tienne un peu sur l'engagement, du coup, pour pas trop casser les motos. Parce que après, c'est pas facile de rebondir, quoi. Oui, j'ai toujours été passionné par la moto. J'ai été, alors je vais pas dire bercé dedans parce que c'est pas une vérité, mais j'ai eu ma première moto assez jeune, 5-6 ans peut-être à tout casser. C'était une Yamaha Piwi 80, PW 80 que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. Depuis l'âge de 5 ans, j'en ai 35, hein, donc ça commence à faire un moment. J'ai appris à faire de la moto avec mon père à l'âge de 5-6 ans à tout casser sur la place de Schellcher à l'époque, qui n'était pas une place aménagée, c'était de la terre, et j'ai appris à faire de la moto là avec cette fameuse Piwi 80. Et toi, Josué, alors la moto, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça date, est-ce que c'est depuis très longtemps? Au final, la moto, c'est pas si vieux que ça. Déjà, je suis pas dans une famille de motards de base. J'avais l'idée qui me traînait dans la tête depuis longtemps. Finalement, c'est courant 2015-2016 que je me décide à commencer avec le permis. La voix du petit mec réglo, tu vois, on va dire, le petit gars qui connaît pas grand-chose au final, mais qui a toujours aimé la moto parce que bon, les grands prix, je regardais déjà la vitesse. J'ai toujours bien aimé ça. Mais pour moi, ça faisait partie d'un monde qui était hors du mien, du coup. Je regardais ça d'un peu de loin et puis finalement, l'idée est venue comme ça et puis ça s'est enchaîné. J'ai commencé avec 150 SV que j'ai torché en 6 mois. Et du coup, j'ai arrêté parce que bon, j'avais quand même ramassé dans ça. J'ai arrêté 3 ans après cet accident-là et du coup, j'ai repris en 2018 avec un Z900. Mais j'étais vraiment orienté plutôt vitesse, technique de pilotage. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai voulu essayer un peu le stunt. C'était à la base pour avoir plus d'aisance avec une moto en général. Du coup, j'ai pris le virus. Depuis 2020, je lâche plus l'affaire. On se retrouve sur un autre endroit parce que malheureusement on a dû arrêter le tournage pour du bruit qu'il y avait et qui nous a empêché de continuer. Donc on est dans un endroit où on est vraiment tranquille, on va dire en pleine nature, on est bien. L'acrobatie moto, après c'est vachement, ça peut être très vaste, hein, l'acrobatie moto, ça peut être, enfin tu diras ce que t'en penses, ça peut être du trial, ça peut être du FMX. Ça peut être du stunt. L'acrobatie moto, c'est extrêmement vaste en fait. C'est plutôt le terme global qu'on utilise des fois pour dire stunt. Mais le stunt, c'est quelque chose d'encore différent. C'est tout ce qui est roue arrière, drift, qui est devenu après du drift à part entière. Maintenant, il y a le drift moto, qui est une discipline à part entière, mais c'est encore un cas différent avec des motos préparées différemment. Mais le stunt, ouais, c'est de l'acrobatie moto. Hein. De toute façon, c'est des roues arrière, des roues avant, donc wheeling, stoppie. Du burn et des figures diverses et variées. Enfin, je pense que ouais, du Pinder aussi. Ouais, du Pinder. Le Pinder, c'est ça porte un peu le nom comme le cirque Pinder. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle en France. Ouais. C'est tout ce qui est acrobatie sur 2 roues. Par contre, c'est monter sur le réservoir debout, les bras écartés. Ça s'appelle le Christ Air. Et plein d'autres figures sur lesquelles on n'a pas forcément besoin d'être sur la roue arrière ou sur la roue avant. Pour moi, les figures de base, on peut pas faire plus simple. Hein. Le wheeling, donc la roue arrière, le stoppie, la roue avant, et on en parlait juste avant, les Pinder, tout ce qui va être figure entre guillemets sur 2 roues. Et les figures les plus impressionnantes pour moi au jour d'aujourd'hui, ça va être tout ce qui est combo. Donc combo, c'est passer d'une figure à une autre. Et surtout tout ce qui est combo où on est amené à sauter et par exemple sauter dans le réservoir, passer les 2 jambes devant avec les bras accrochés au guidon. Il y a des figures qui sont quand même assez impressionnantes. J'ai la chance de bien m'être entraîné et au jour d'aujourd'hui de réussir à le faire. C'est des figures que j'adore faire et que je trouve quand même impressionnantes, qui font peur vraiment. J'ai mis des mois et des mois et des mois à réussir à le passer. Et toi, de ton côté? Moi, c'est plutôt de l'ordre de ce que j'aimerais faire, parce qu'aujourd'hui, bon, avec mon petit niveau,
C'est un peu les étoiles dans les yeux que j'ai quand je regarde des mecs faire ça, que je me dis, bon, j'espère qu'un jour je saurais faire ça. J'aurais dit plus le Watchtower pour moi. C'est vrai que c'est la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, la vache, c'est quand même, j'imaginais pas qu'on pouvait faire ça sur une moto. T'as le rider qui est il monte sur le guidon pendant que la moto est en wheeling, souvent en circle d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il fait des cercles debout sur le guidon de la moto, donc faut se tout en étant en roue arrière. Tout en étant en roue arrière, exact. Donc c'est la première fois que j'ai vu ça quand même, je me suis dit waouh la vache. Ouais, c'est des trucs qui ont presque aucun sens. Si on nous avait montré ça, enfin moi à l'époque où j'avais débuté, si on avait vu ces trucs-là en 2005-2006, on se serait dit mais où on va quoi? C'est quoi? C'est du grand n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, je vais pas dire que c'est du classique, mais c'est des figures que les mecs ils font comme ils vont faire la basique roue arrière quoi. C'est assez impressionnant. C'est clair. On n'y est pas, on n'y est pas encore. Et j'ai pas forcément envie d'y aller en fait accessoirement. Encore plus loin, c'est clair. Le taux d'engagement, c'est franchement. Jamais je fais ça, malade. Le Stoppie Bunny Up aussi, il est. Ouais, mais ça c'est peut-être un peu plus abordable, ouais. Il faut déjà réussir à claquer le 180. Ouais, mais il est chaud hein quand tu. C'est vrai que du point de vue du spectateur, c'est peut-être pas le plus impressionnant, mais quand tu commences à rouler toi, tu dis ouais, c'est beau. Ça flingue les motos. Ouais. Ça se compte même pas en heures, ça va se compter des fois en mois, en jours, en années même, suivant la motivation qu'on a ou si on a pris des chutes et que ça nous a marqué. Y a des figures comme je parlais tout à l'heure des jump to fan, jump to spreader, tous ces trucs-là. C'est des sauts qu'on fait, on est en roue arrière debout sur la selle. On pose un pied au sol et on va venir sauter les deux jambes. On a les bras comme ça, on va venir passer les jambes devant comme ça, et avec tout le corps dans le vide, en l'air, en sautant. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à faire. J'ai dû mettre 5-6 mois à réussir à passer cette figure-là. Et même au jour d'aujourd'hui, elle passe pas à tous les coups. Mais c'était assez impressionnant. Après toi, je sais que ça a été peut-être les circles où tu as beaucoup bossé et maintenant ça va déjà quand même bien mieux. Ça va déjà un peu mieux, ouais. Avec une vraie position d'utilisation. Ouais. C'est vrai que le circle déjà, je trouve que c'est un gros morceau. Quelqu'un qui débute un peu, enfin, qui a un peu d'expérience, mais vraiment qui débute quoi, en gros. Et ouais, le circle, autant ça peut paraître naturel pour la plupart des stunters aujourd'hui, mais autant dans les débuts, c'est quelque chose sur lequel tu te casses les dents, mais c'est horrible hein, en fait. Ouais, c'est déjà pas facile de faire une roue arrière tout court. Déjà, ouais, une roue arrière en tournant en rond, de maîtriser en fait l'équilibre entre déjà maintenir sa roue arrière et en plus l'équilibre droite-gauche pour tourner, c'est horrible. Jusqu'à maintenant, j'endors mal la nuit. Je dis mais c'est comment faire pour qu'il y ait plus d'un tour, deux tours quand tu fais ton premier tour, t'es déjà content, tu dis ouais c'est bon, j'ai débloqué, c'est bon, c'est passé, doigt dans le nez, c'est bon, on n'en parle plus. Demain on les fait les yeux fermés, et ben non. Le tour d'après, c'est autant de calculs en plus. Tu dis, mais je pensais que j'avais capté le truc, mais en fait, non. Et du coup, c'est, faut enquiller, du coup, jusqu'à ce que ça rentre naturellement, quoi. Mais j'avoue que à mon niveau, c'est déjà bien pas simple. Donc, les jump to fan, bon, ça, c'est encore le step d'après. Et du coup, mais. C'est une durée, pour résumer, c'est une durée quand même assez longue suivant les figures qu'on fait, sur des figures un peu techniques. Après, même sur du basique, apprendre la roue arrière, lever une moto, c'est à la portée de tout le monde. Réussir à la maintenir, c'est encore différent. Voilà, même ça prend beaucoup de temps. Les équipements spécifiques pour la pratique de la discipline, c'est des choses plutôt basiques comme on utilise quand on fait de la moto plus ou moins normale ou quand on fait du motocross. Chaussures fermées ou même carrément chaussures de moto, ça dépendra du feeling de chacun. Moi, je suis pas trop chaussures de moto parce que j'ai un peu de mal avec la semelle qui est souvent un peu rigide. Bien que celles qu'a Josué, là, elles sont quand même assez souples. Parce qu'on doit avoir un certain feeling avec la pédale de frein. Le frein, c'est notre, je vais appeler ça notre relais à la vie. On va appeler ça comme ça. Si on freine pas, c'est hôpital. Et après, sinon, ben, les basiques, hein, pantalon. Bon, là, je suis en short, je suis à décontracte, mais pantalon,
Toujours des gants hyper importants parce que ça peut faire extrêmement mal. C'est de l'équipement classique. Le casque et après une dorsale pour se protéger. On peut avoir des coudières en complément. Tout dépend le feeling, tout dépend le confort de chacun. Mais c'est de l'équipement basique. Toi, je sais que tu roules avec un blouson. Gilet, c'est souvent le gilet qu'ils ont en cross. En motocross, c'est un genre de plastron. Le gilet un plastron qui va avoir des coques ici au niveau des coudes, un petit peu au niveau des avant-bras, au niveau des épaules, sur le torse et au niveau du dos. Moi, j'ai une dorsale un peu plus simple, en mode un peu débardeur. Ça fait un petit peu gilet pare-balles. Ouais, ça fait un peu gilet pare-balles avec le torse et le dos. Voilà. Mais en tout cas, minimum, voilà, c'est casque, gants, chaussures fermées. Et la dorsale et le jean, quoi. Donc c'est le b.a-ba, il y a rien de particulier en termes d'équipement. Pour ce qui est choix de moto, préparation, type de moto, ça va être propre à chacun. Derrière, on voit deux de mes motos. Il y en a une troisième qui est pas là, qui est rangée. On a deux bons exemples qui sont majoritairement utilisés. Une base motocross passée en super motard et une base sportive. Donc là, on est sur un GSX-R 750 2009, full préparé stunt. Et là, alors là, c'est un peu particulier. On est sur moto que vous avez vu sur Wango d'ailleurs, toute fraîche, toute d'origine avec ces petites jantes motocross et tout. On a essayé dans les champs, c'est super cool. La Stark Future, full électrique, 60 chevaux. Le poids sur ça, c'est pas très haut, c'est dans les 120-130 kg. Le GSX-R, c'est une autre paire de manches, ça fait 200 kg. Il n'y a pas celle de Josué, vous allez l'apercevoir au début de la présentation, mais c'est la même que moi. C'est mon ancienne moto, c'est un GSX-R 2008 et c'est un 600. Mais sinon, la prépa est exactement la même. C'est moi qui fais la prépa et je prépare une moto toujours de la même manière et il n'a pas fait de gros changements parce que les pièces qui étaient initialement dessus étaient plus ou moins costauds. C'est les pièces que j'ai cassées. Voilà, c'est ça. ça c'est normal. Et après, niveau prépa, pour tout ce qui est super motard, super motard, initialement c'est un cross, donc passage en super motard, gros frein avant, une selle avec un peu plus d'adhérence. Derrière un support pour mettre le pied, pour pouvoir se caler. Et sinon en complément un système, alors ça s'appelle le handbrake, frein à la main en l'occurrence, parce qu'une moto est toujours équipée, alors je dis ça, ça devient presque faux maintenant. Une moto à 90% du temps au jour d'aujourd'hui est équipée de freins au pied. Sur une moto classique, c'est vrai que maintenant les nouvelles motos électriques dans le move actuel, il y a beaucoup de freins à la main, il y a plus de freins au pied sur les électriques assez souvent. Là, sur la Stark, moi, je l'ai choisi spécialement avec le frein au pied et je suis venu ajouter à la place du levier d'embrayage, s'il n'y a pas d'embrayage, un frein à la main. Donc, en fait, on a un système avec deux étriers à l'arrière qui vont permettre de pouvoir freiner la moto aussi bien au pied qu'à la main. Pareil sur le GSX-R, alors il y a un peu plus de préparation. On a un réservoir creusé pour pouvoir s'asseoir dedans. On a retiré les carénages parce que c'est plus pratique. On a des crash cages, donc c'est des barres de protection. Moi, j'achète généralement chez Impactec, c'est un préparateur américain. Au niveau robustesse, Josué pourra le dire, je suis pas tendre. Ouais. Je suis pas tendre et ça bouge pas. Des pièces de mauvaise qualité peuvent amener de la casse. La preuve, j'avais cassé mon cadre avec des crash cages de mauvaise qualité, malheureusement. On a des cale-pieds arrière renforcés pour pouvoir se mettre debout dessus, sinon le capier d'origine il tourne. Il y a beaucoup de prépa, hein. Une boucle arrière renforcée, une très grosse platine à l'arrière. Le frein est démesuré à l'arrière au lieu d'avoir un petit disque qui doit faire, je sais même plus. Ouais. Enfin, on passe en 320, mais d'origine sur une moto, c'est. Ouais, c'est Non. Un disque d'origine, ça va être peut-être du 210 à l'arrière. Si je dis pas de bêtises, je sais plus de tête. Hein, je veux pas vous dire de bêtises. 210, 240 peut-être. Et nous, enfin, on va dire que limite, j'exagère, on double en fait la taille. Hein, on passe en 320. Avec des étriers avant. En fait, on met des étriers avant à l'arrière pour avoir un vrai freinage, du rythme aviation. Et dans la prépa, coque arrière renforcée, trou pour le pied ou barre à l'arrière, ça c'est vraiment à l'ancienne. Et ici, hyper important, le refroidissement. Nous, sur nos bécanes, parce qu'on a les mêmes prépas, on a deux radiateurs et un ventilateur qu'on active directement. Parce que sinon, ça chauffe, c'est une galère. On fait des surchauffes en pagaille. Voilà. Après, il y a pas mal de prépas. Il y a du boulot, c'est des dépenses. Mais c'est vrai que faut le faire, sinon la moto elle est pas adaptée et à la moindre chute on l'explose en fait. Donc le but n'est pas là quoi. Une moto de stunt c'est différent d'une moto normale.
C'est une moto normale modifiée. On vous expliquait un petit peu les détails de préparation avant. Après, il y a un point sur lequel aussi on prête une attention, c'est sur le fonctionnement de l'huile. Sachant qu'une moto normale va rouler sur ses deux roues à plat. Nous, on est toujours en roue arrière. Donc en fait, on a une des rares choses qu'on fait généralement, c'est un appoint d'huile. On augmente le niveau d'huile en fait. On met le niveau d'huile haut sur la béquille, généralement, c'est ce qu'on fait pour permettre d'avoir un niveau plus haut. Comme ça, la moto est toujours alimentée en huile. S'il n'y a pas d'huile, on casse le moteur. Donc, c'est une des seules modifications en vrai sur la partie moteur. Après, tout le reste, on vous en a parlé juste avant avec les protections. Les protections, l'arrangement du refroidissement, les coques renforcées, etc. Les éléments renforcés, j'en parlais tout à l'heure. Hein, on peut avoir un cadre renforcé. Sur les nouvelles motos, les générations, on va parler des LX6R, Kawasaki, tout ce qui est 636. De dernière génération, maintenant les gens vont tellement loin sur la pratique du stunt qu'on en arrive maintenant à faire des cadres tubulaires, des cadres faits maison. On en arrive à faire des bras oscillants, renforcés, découpés, des tôles, des machins, des trucs. Donc nous on n'est pas à ce niveau parce que les motos sont de 2009 et en fait on arrive sur des vieilles motos, elles vont faire 20 ans dans quelques années. Mais au final, ouais, grosso modo, boucle arrière, cale-pied et les renforts de protection, les fameuses crash cage. C'est les seules choses qu'on fait quasiment. Et après, moi, sur mes bécanes, généralement, au lieu d'avoir des carénages d'origine, je mets des polis de piste que je renforce en résine pour qu'ils soient plus costauds. Mais c'est tout, hein. Enfin, je vois pas de truc en plus. Je sais pas si tu as une idée, mais si, les radiateurs. Les cages, des espèces de cages de radiateurs, parce que les pattes de radiateurs d'origine, à force de reposer, ça travaille et ça casse. Mais c'est pas, tout dépend de la moto. Plus on arrive sur les nouvelles générations, tu nous donneras ton avis, hein. Sur les sportifs, je parle pas sur les super motards, sur tout ce qui est super motard. En vrai, il y a pas grand chose en fait à faire. Mais pour tout ce qui est roadster et sportif, majoritairement c'est des roadsters, hein. Il n'y a pas beaucoup de sportifs, hein, dans le domaine. Non, je dis une bêtise, c'est l'inverse. Il y a plus de sportifs que de roadsters. Sur une nouvelle génération, ouais, par contre, c'est cadre, machin. Les alliages de métaux sont tellement fins que les motos deviennent hyper fragiles en fait. C'est la course au poids, donc en fait malheureusement ça fragilise aussi les bécanes. Il y a des pièces qu'on est obligé d'importer, notamment la partie protection type crash cage, etc. Barre de protection. Ça généralement on les fabrique pas parce que il y a une conception qui est tellement réfléchie par les professionnels. Si c'est mal fabriqué, on peut casser le cadre. La moto, elle peut, en tombant, elle peut basculer. Il y a des angles, il y a des choses à travailler, il y a des choses à réfléchir. Il faut passer avec un tourneur fraiseur pour faire des patins en téflon ou en alu. Enfin, ouais, il y a pas mal de choses et au final, des fois, la rentabilité, le prix de la pièce, plutôt que chercher ici pour faire fabriquer certains trucs, c'est plus facile des fois. C'est beaucoup plus facile des fois d'importer quand c'est disponible pour la moto. Je dis bien quand c'est disponible pour la moto. La problématique qu'on a, c'est que par exemple là, moi sur la Star, il y en a pas. Il y en a, je crois qu'en prépa full stunt, on est deux. Il y a mon pote Laurent Sanker, si tu vois la vidéo, Lolo, merci beaucoup, hein, qui m'a énormément aidé pour la prépa. Sans lui, j'en serais pas où j'en suis au jour d'aujourd'hui sur cette moto-là. Le support à l'arrière pour mettre mon pied, par exemple, c'est quelque chose que j'ai dû faire maison avec mon soudeur Hervé. Salut Hervé, merci beaucoup, tu me sauves tout le temps. Mais après, sur le GSXR, sur nos motos, à la rigueur, les choses qu'on prépare nous-mêmes, c'est les réservoirs. On le tape, on l'écrase, on peut le faire souder par quelqu'un pour le modifier, etc. Mais les trois quarts des pièces, c'est souvent dû acheter sur les pièces où il y a de la soudure, où c'est technique, où c'est vraiment assez technique. Qui ont vraiment la pratique et qui l'expérience, surtout quoi. Ou qui ont un marbre ou un truc où ils mettent un cadre pour prendre les mesures, etc. Nous, on n'en est pas rendu à ce niveau. Il y a beaucoup de gens qui font leurs pièces eux-mêmes, mais si c'est suffisant, on est sur des motos courantes type CBR, GSXR, Kawasaki ZX6, c'est des produits qui sont répandus. Donc les pièces, elles existent généralement. Dès qu'une moto sort maintenant, ils sont tellement à l'affût les mecs. À l'époque, on roulait des vieilles motos. Maintenant, ils roulent en 2025. Ils roulent en 2025. Sortie de concession. Là, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Dans les territoires où ils développent ça, les États-Unis, c'est des grands territoires. Il y a beaucoup de motos. Enfin, c'est plus facile de tester des choses sur des pièces. C'est plus facile d'avoir des pièces. Nous, sur l'île, malheureusement, bon, qu'on trouve une moto qui soit dispo pour qu'on fasse un peu les savants fous, là. Ouais, et surtout qu'on n'a pas, enfin, je trouve ça plus pratique de passer par un préparateur, un préparateur.
pas un préparateur, mais des préparateurs qui vendent les pièces. Et on a une grosse source d'approvisionnement avec les États-Unis. C'est pas parce que c'est à côté que c'est moins cher. La douane est très très raide. Je commande beaucoup aux US et c'est dur à gérer. Et après il y a quelques sites français qui marchent plutôt bien, type Jock Rider, et des trucs qui sont là depuis des années sur le marché. Alors pour les pneus, c'est vraiment la partie où on se casse le moins la tête. Juste pour les changer. Mais sinon pour les pneus, c'est pas compliqué. On fait de la récup. On va dans les concessions moto, ou alors on a des amis qui sont motards, etc., qui disent ah ben tiens j'ai changé mon pneu, il est à 3/4 usure. Pour ce qu'on en fait, les motos elles roulent pas sur la route. Josué il a sa remorque, moi j'ai mon pick-up. Les motos on les charge à l'intérieur, roulent pas sur la route. On a pas, voilà, de toute façon elles sont pas homologuées donc c'est pas très compliqué. Il y a les cartes grises mais elles sont pas homologuées, donc on se tente pas, c'est pas le but. Tranquillité, sécurité avant tout. Donc pneus de récup, on va dans les concessions, on va dans les bennes de pneus, on regarde, ah celui-là il est propre, hop, tac tac tac, on ressort avec les mains dégueulasses, du cambouis sur le visage. Il n'y a pas la ficelle apparente, c'est bon. Voilà, tant que le pneu est en bon état, qu'il reste de la marge, on l'utilise. Les seuls pneus qu'on achète généralement, c'est les pneus avant, pour tout ce qui est roue avant, pour avoir une bonne adhérence. Et la seule moto où j'achète vraiment des pneus, c'est sur la Stark. Parce que c'est tellement puissant et dangereux que je préfère avoir des pneus en bon état, et parce que celle-là, voilà, c'est pas adapté pour faire du drift, et je préfère me sécuriser avec des bons pneus pour celle-là. Mais sinon c'est full récup. L'entretien d'une moto de stunt, est-ce qu'il est plus compliqué ou plus suivi qu'une moto classique? Non, pas du tout. Je dois faire à tout casser une révision par an. Une vidange par an avec j'ai même pas de filtre à air de remplacement. Je crois que j'ai un filtre BMC ou KN ou je ne sais quoi, donc un petit nettoyage. Je démonte, je souffle, je fais couler mon huile, je change mon filtre à huile. De temps en temps on refait nos purges de frein, nos liquides de refroidissement, mais c'est de la vidange classique. Quelqu'un qui roule sur la route fera plus de vidange que nous, parce que nous faut savoir que les motos, malheureusement, malheureusement oui et non. Heureusement pour les moteurs. J'allais dans un autre sens. On a un métier. Donc on peut pas rouler tous les jours. Si on roulait tous les jours, on ferait plus d'entretien. On roule généralement le samedi, des fois le dimanche. On roule une fois par semaine. C'est sûr que si on compte tous les samedis dans l'année, ça fait pas beaucoup de roulage et peu de kilomètres. Donc et puis voilà, on est bien souvent en première sur le ralenti un peu élevé. Donc la moto elle est rarement en 6e. C'est vrai qu'on les assaisonne un peu de temps en temps, mais ça fait un peu plus. Mais voilà, mais on roule pas non plus à 200 à fond en mode machin. Donc l'huile en fait, elle s'use pas tant que ça. Et puis généralement on met de la bonne huile quand même. On essaie de mettre de l'huile de qualité par rapport à ce qu'on fait, type Motul 300V notamment, pour avoir un truc bien entretenu et qui tient le choc. Et moi je suis assez sur les filtres à huile, je suis assez prise de tête, c'est Suzuki Origin, je mets pas autre chose. Alors être l'un des 2 seuls stunters en Martinique, ça représente quoi? Bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui on est plus que 2. Il y a une moto en attente de prépa, j'espère qu'elle sortira un jour, on verra. Oui, j'y crois. On a eu des fortes périodes où on a été, je sais même plus, on a été jusqu'à 6 ou 7 à rouler. Bien. On a été 7 à rouler, c'était pas mal. On faisait des belles sessions. Là, ça nous empêche pas de faire des belles sessions quand même. Et ça fait quoi? Ça fait rien de spécial. Après, c'est vrai que c'est cool parce que les gens connaissent pas trop ça ici, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai commencé ici en 2012-2013. Les gens ils étaient tous ébahis à se dire mais c'est quoi ce truc, ça existe en Martinique, je savais pas, j'ai vu ça que dans les vidéos, blablabla, j'ai vu ça que sur internet, etc. Et à l'époque j'avais des amis qui étaient venus faire des spectacles avec une troupe alors c'est cirque sans être cirque, c'était Monster Truck, etc. Et il y avait du stunt et les gens avaient tellement kiffé, et comme c'est des amis j'avais reroulé un peu et c'est là que j'ai racheté une moto. Et ça fait rien de spécial, c'est juste que ouais, c'est cool en fait d'être un peu les 2 seuls, avoir notre petite discipline. Mais après sur le stunt, après on roule 90% du temps avec toute l'équipe Mada Willy Boys, Bike Life, etc. qui viennent sur le stade, parce que le stade c'est aussi un endroit où tout le monde vient se défouler. Il y a du karting, il y a pas mal de choses. Donc on pratique pas exactement la même discipline, mais on n'a pas de problème à rouler. La même passion du dos. Voilà, on aime le deux roues, on aime les roues arrière, on aime les acrobaties. Après chacun sa manière de voir les choses. Nous c'est parking, ils viennent aussi sur le parking, on passe des super bons moments, on s'entend bien avec eux, on partage.
Donc on est seul sur le stunt. On est deux en fait à être seul sur le stunt, mais on est tout un groupe en fait à partager le même délire et le même kiff. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est de la moto et on kiffe ce qu'on fait, quoi. Ouais, j'aurais dit pareil, hein. En fait, on aimerait qu'il y ait du monde encore, puisque plus il y a du monde, plus on se motive entre nous. On s'élève un peu tout un chacun. Et on se challenge avec Antoine d'ailleurs, si tu regardes la vidéo. Antoine, on se donnait on se regarde. On se donnait un peu des coups de pied aux fesses à essayer de faire une figure. L'autre il dit tu l'as passé, vas-y, j'essaye. Ça c'était cool. Ça c'était assez cool. Ça fait une cohésion, une synergie qui pousse à se donner à fond. Et donc c'est sûr que c'est dommage de plus avoir ça. Ouais, d'avoir perdu les gens qui étaient là. Mais pour autant, vu qu'on kiffe notre truc, donc qu'on soit à deux ou tout seul, je pense qu'on lâchera jamais le truc, puisque avant tout, si on se fait kiffer, quoi. C'est quand même plus kiffant à deux que solo. C'est sûr. J'ai roulé pendant, avant qu'Arnaud arrive, j'ai roulé pas mal d'années solo. J'ai dû rouler pendant 3 ans. 3-4 ans solo, et c'est vrai que c'est un peu, ouais, tu te lances dans une routine, mais t'aimes ça, mais tu kiffes moins puisque tu partages pas. T'y vas et t'es solo, quoi. Donc, alors j'avais toujours mon frère, des amis, des gens qui venaient. J'avais toute ma petite team. Puis après, il y avait les drifters qui sont arrivés, donc on avait fait un petit délire et tout, c'était assez cool. Il y a aussi du drift d'ailleurs sur le stade de Dillon accessoirement, et on roule avec eux et on passe des super moments. Paul mécanique de Dillon. C'est vrai, Paul mécanique de Dillon, c'est ça. Est-ce que c'est facile de s'entraîner sur l'île? Je vais dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'on a la chance de pouvoir rouler déjà de 1 à l'année. Ça, c'est un point hyper important. J'étais en France, j'ai commencé le stunt en 2005. Je suis revenu m'installer ici en 2012. Donc j'ai roulé pendant 7 années en France. Il y a l'hiver. C'est pas pratique, c'est moins sympa. Il y a des fois où on va sur le parking, on s'approche du pot d'échappement parce qu'il fait moins 8000 et qu'on est glacé, quoi. Donc voilà, là c'est vrai qu'ici on veut aller rouler même en nocturne, on a de la chance d'avoir le stade des fois qui est éclairé, et tout. on roule sans être embêté. Ça c'est un point vraiment qui est hyper positif. Le fait d'avoir le stade qui se compose de 3 grands parkings qui sont immenses. Donc on peut même partager les parkings, c'est-à-dire que ceux qui font de la ligne droite, ils peuvent prendre un parking. Nous on fait des cercles et du drift, on peut prendre le 2e parking. Les drifters en voiture peuvent prendre un 3e parking. On est vachement complémentaires, on se gêne pas et on n'est pas là pour se gêner, on est là pour tous rouler ensemble. Donc il y a ce point-là qui est intéressant. Après le problème, je pense qu'on est dans le même cas, c'est quand le parking du stade de Dillon n'est pas dispo, on n'a pas d'endroit. Donc c'est compliqué pour trouver. Parce que malheureusement, il y a peu de parkings un peu abandonnés parce que nous on utilise soit zone industrielle désaffectée, soit des fois un parking de centre commercial entre guillemets fermé le dimanche après-midi. Donc on est vite limité sur les endroits où rouler. Et en Martinique, j'avais une manie moi en France, c'était Google Maps et regarder les parkings vides. Ici, on en connaît 2 ou 3, mais c'est vrai que malheureusement, les jours, les solutions sont les jours où le parking du stade de Dillon est bloqué parce qu'il y a la Foire Expo, il y a X ou il y a Y, malheureusement, ou un événement, un concert. Après, c'est les aléas. Hein. Le stade, c'est pas pour faire de la moto initialement. Hein. C'est un parking avant toute chose. Hein. On le respecte, on fait attention, on l'entretient, on l'abîme pas, on fait gaffe. Hein. On n'a pas envie de se faire jeter, on veut profiter de notre parking, on veut le garder. Hein. Donc voilà, et après il y a la problématique de bruit, suivant où on va, s'il y a des maisons habitations à côté, c'est quand même gênant. C'est vrai que moi après maintenant avec la Stark, j'ai l'avantage de pouvoir rouler, je vais dire un peu partout sans déranger les gens, et je kiffe d'ailleurs, je trouve ça trop bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde passera pas en électrique, et c'est un budget, il y a des choses à mettre en place, mais dans l'idée, compliqué sans être compliqué. Je pense que c'est ce qu'il faut résumer. On a la chance d'avoir ce spot-là qui est un spot de très bonne qualité. Et qui est plus grand que beaucoup de parkings que certains en France. Même en métropole, du coup. Donc, c'est vraiment une chance. Donc, du coup, mais effectivement, sinon ça, c'est... C'est vrai que le seul endroit où vraiment, moi, j'étais hyper à l'aise pour rouler et on n'avait pas de problème, c'était quand j'étais à Bordeaux. Les copains du LSA Crew, si vous regardez ça, je vous embrasse. Bordeaux, il y a une piste d'accélération qui fait 900 mètres de long par, je sais plus, elle doit faire 10 ou 15 mètres de large, éclairée à un poteau tous les 50 mètres, fermée, sécurisée. Et du coup, on avait l'avantage, nous, avec l'équipe, de pouvoir venir le samedi et le dimanche. On avait une assurance qu'on payait et on roulait, on avait notre parking ouvert tout le temps, quoi. Et ça, c'était top. C'est là, d'ailleurs,
la seule piste d'accélération vraiment où on peut être tranquille en France et on peut pratiquer le stunt sans être embêté, quoi. Donc voilà. Comment le public martiniquais perçoit la moto acrobatique? Ben, je vais dire une seule chose, ils kiffent. Les gens, ils adorent ça. Il y a qu'à voir l'engouement quand l'équipe, les potes des Madawili Boys postent un truc sur leur page Insta. Le dimanche, c'est une foire, il y a du monde partout, on peut pas se garer, c'est une galère pour sortir, pour rentrer sur le stade et tout. C'est vrai qu'on va plus souvent nous le samedi parce que c'est un peu plus calme, parce que sachant qu'on tourne en rond, on tourne beaucoup en rond, on fait des stoppies, donc des roues avant. Perdre le contrôle aussi. Et perdre le contrôle, et le but c'est pas de rentrer dans quelqu'un ou dans une voiture. Tester, approuver. Ouais. La voiture, pas quelqu'un, la voiture. La voiture qui s'en souviennent, ouais. Et en fait, voilà, l'intérêt c'est ça, c'est d'être en sécurité. Et le public martiniquais, il adore ça. Mais il adore ça vraiment, vraiment. Les gens sont fans. Des fois, quand je parle avec des gens qui connaissent pas la discipline, je leur montre par exemple mes réseaux et ils me disent ah mais c'est génial, il y a ça en Martinique, je savais pas, machin. Et pourtant, ça fait des années qu'on pratique. Mais je trouve que les gens ils aiment ça. Ouais, ils sont toujours à fond. Ils aiment ça. C'est vrai que toi, t'as pas fait de show, mais tous les shows que j'ai eu l'occasion de faire, que ce soit à Madiana pour la sortie de Fast and Furious. J'avais fait à l'époque pour l'ouverture d'un magasin, j'avais fait à AutoGM, la concession locale où je travaillais à l'époque, chez Kaizen Moto, la concession de moto Suzuki, etc. J'en ai fait un petit à Ducati aussi. À Ducati, ouais. Ouais. Et les gens ils kiffent. Hein. Toujours le même engouement, ils sont à fond, ils poussent. Donc, dès qu'il y a un peu de com, que les gens ils voient qu'il y a un spectacle moto, c'est ah on y va. C'est la grande époque, par exemple, tout ce qui est moto en général. Hein. Les courses super motards, c'était un truc de malade. Ah bah oui, ouais. Ou les hommages à Lin. Randy, si tu regardes, ben voilà, pareil, les hommages à Lin, c'était toujours blindé à Fort-de-France, c'était impressionnant. Il y avait un monde. Ah, mais ça se comptait en milliers de personnes. Quoi. Alors, le ressenti sur les figures un peu extrêmes ou dangereuses, ouais, c'est une partie d'adrénaline. C'est ce que disent tous les sportifs un peu. Je prendrai l'exemple de tous les grands acrobates moto, type Travis Pastrana, tous ces gars-là. Bah, c'est le plaisir de l'accomplissement, c'est-à-dire que on les voit dans les vidéos, hein, quand le mec il a passé son triple backflip, il jette sa moto, il court partout, il est trop content, il va faire une accolade à ses potes. Et en fait, je dirais pas forcément une figure extrême, mais quand on passe une nouvelle figure qu'on a toujours rêvé de passer et qu'on arrive à la passer une bonne fois pour toutes, eh ben on est heureux comme des gosses, quoi. On est super content. Si on a la chance d'avoir été filmé, c'est encore mieux parce qu'on est trop content. On la regarde en boucle. Énorme, c'est clair. Et ouais, c'est ça. C'est pas tant la figure extrême, c'est plus le réussir à passer la figure tout court. Déjà, c'est déjà incroyable. Et après, sur les figures vraiment extrêmes, type, tu parlais tout à l'heure du Watchtower ou se mettre debout, par exemple, sur le guidon. Je crois que je l'ai fait une fois. Le jour où j'ai réussi à passer ce truc-là, j'ai trouvé ça incroyable. Et encore, j'étais aux 3/4 de la figure. Hein. Mais déjà, c'est trouvé ça incroyable d'avoir un pied posé sur le guidon alors que j'étais en roue arrière, quoi. Et ça c'est une sensation qui est dingue. Enfin, toi, je pense que tu l'as eu il y a pas très longtemps quand on a fait le coaching circle avec le pied bien positionné. C'est vrai que t'étais content de réussir à voir que sur une nouvelle position, t'arrivais à bien tourner, faire 2-3 tours et d'enchaîner quoi. C'est ça. En fait, c'est le fait de kiffer les heures que t'as gagné au final. C'est comme un peu jouer apprendre à jouer d'un instrument et que tu kiffes jouer un morceau que tu maîtrises, quoi. C'est un peu ça, tu déroules ce que tu sais faire et tu kiffes de voir à quel point t'évolues. En fait, c'est la fluidité, en fait. C'est vraiment ça qui... En fait, ce que tu ressens, c'est la satisfaction. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir accompli quelque chose. C'est ça, d'avoir accompli un truc. As-tu déjà eu peur ou avoir cru que ça allait mal finir? Ah ben, il y en a tous les jours, ça. Ouais. À toutes les sessions, il y en a, ça. Ouais, il y en a eu. Oui, ouais, deux trucs particulièrement. Un, notamment à la piste de la Barde. À l'époque, j'avais un CBR 600. Je fais ce qu'on appelle un run. Donc, on charge l'avant, on freine. On fait patiner la roue arrière, on fait un burn et en roulant, donc en troisième vitesse pour faire de la fumée, enfin un truc assez impressionnant. Et j'ai fait ce qu'on appelle perdre l'avant. C'est-à-dire que la roue avant, au lieu de rester en accroche avec la gomme, elle a glissé, elle est partie sur le côté. Donc, je me suis écrasé par terre, les bras tout griffés, voilà, bon, ça a fait un petit coup de chaleur sur l'instant. Et le deuxième, c'est quand je me suis déchiré le pied. Ouais. T'étais là, d'ailleurs ou t'étais pas là, je sais pas. On m'a raconté, j'étais pas là. J'ai fait une figure classique que j'ai l'habitude de faire. La moto est retombée à l'arrêt. Moi, je suis parti de la moto, j'ai tiré mon pied et en fait, ça m'a déchiré le pied sur une quinzaine de centimètres. Donc, c'était pas très joli à voir. La viande dehors, comme on dit.
Donc du coup pompier, toute l'équipe m'a aidé, a fait pour moi le chargement de la moto Et tout, ouais. dans le camion à l'époque. Mon frère est venu en urgence, etc. J'ai fini aux urgences, point de suture, etc. Au final, rien de méchant, rien de cassé. C'était incroyable, c'est juste découpé, net, mais ça va. Toi? Ben, en fait, moi, c'est des moments, des coups de chaud, des gros coups de chaud. Ben, d'ailleurs, il y a le panneau stop sur le spot qui s'en souvient. Il n'y a pas eu qu'une fois en plus, c'est ça le pire. Hein. Mais ben, aussi une première fois, ben, dans les tout débuts, hein, où le drift, une chose qu'on soupçonne pas trop qu'on débute, c'est l'amorce d'iSide hein, qui nous fait perdre carrément la moto. C'est une reprise d'adhérence, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est une perte d'adhérence suivie d'une, on se fait une frayeur, donc on coupe, du coup ça radère et du coup ça nous. Ouais, entre guillemets, c'est dans une glisse, sachant que c'est une moto, c'est sur deux roues, la moto elle est penchée, elle reprend de l'adhérence et en fait en reprenant l'adhérence, elle nous fait nous éjecter en fait. Et du coup, moi qui cours après la moto, qui finit justement dans une bagnole. C'est quelqu'un qu'on connaissait, hein, c'est pas une voiture qui était garée comme ça, donc. Ouais, après, heureusement, ça s'est arrangé à l'amiable, rien de méchant, c'était pas abusé, mais sur le coup, ça fait chaleur quand même. Et du coup, on se dit, oula, c'est avec on va faire attention. Ouais, parce que dans la discipline, on roule le ralenti un peu plus haut, donc si on perd la moto, c'est vrai qu'elle part. Elle brûle toute seule. Il y a des nouvelles solutions maintenant avec des télécommandes accrochées sur un bracelet pour l'éteindre, etc. Donc il y a des choses qui ont bien évolué. Et du coup, je dois dire que c'est vrai que pour ma part, vu que c'est arrivé tôt, malgré comment dire, les mises en garde des grands frères, hein. Toi, Arnaud, souvent, qui me disait, attention, fais gaffe, là, t'es limite, donc, pousse pas trop de ce côté-là. Je dis, ouais, ça va passer, t'inquiète. Tu sais, c'est l'euphorie des débuts. Et finalement, ça s'avère des fois, des petits coups de chaud sans gravité, ça s'avère parfois salvateur parce que, au final, ça permet de refaire. Voilà, et puis de maîtriser son taux d'engagement parce qu'effectivement, quand tu engages beaucoup, certes, tu peux progresser vite. Mais tu te fais souvent très mal en engageant trop, quoi. De toute façon, c'est en tombant qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Quand tu l'as fait une fois, t'as pas envie de le refaire deux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, bien sûr, bon, le petit soleil des débuts, on l'a tous connu. Oui, ça. Et mais c'est souvent sans gravité, heureusement. Le stress et les risques liés. Le stress, objectivement, il n'y en a pas. Moi, j'ai pas de stress à la pratique. Je sais pas toi, mais moi, j'ai zéro stress quand je vais faire de la bécane, quand je vais faire du stunt. Alors, moi, ça dépend des jours, mais c'est surtout de se dire, bon, on a une vie à côté, on bosse tous, donc on se dit, bon, mais pas trop te casser. On est quand même assez raisonné pour pas faire n'importe quoi. Oui, c'est clair. Ça. Ouais, en général, ouais. Donc, ça, on se dit ça au début souvent, mais après, quand on est habitué, c'est machinal, en fait. C'est assez machinal. Après, le stress, alors il y a des fois où, effectivement, on peut arriver sur le parking, descendre de la moto, commencer à rouler et dire, aujourd'hui, je le sens pas, et vaut mieux arrêter. Ça, c'est un truc, voilà. Si je le sens pas, j'y vais pas. Un coup à me planter, ça sert à rien. Je préfère, j'ai besoin d'aller travailler le lundi. Je vais pas forcer. Ça, c'est un truc, je préfère pas le faire. Et après, les risques, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, c'est une discipline qui a même moins de risques que la route. Que la pratique de la moto sur la route. Parce que c'est vraiment du contrôle, en fait. Ouais, c'est ça. On est sur un parking fermé. Basse vitesse. Il y a personne qui va nous rentrer dedans. Majoritairement, on est en première vitesse. Sur le ralenti, quand on tombe souvent, mais c'est pas tomber. Ouais. On repose, la moto tombe par terre, nous on peut la lâcher ou on saute de la moto, elle tombe. C'est l'avantage d'avoir des motos protégées préparées pour ça, c'est que si elles tombent normalement, elles ont quasiment rien, elles sont prévues à cet effet-là. Donc en fait, on se fait rarement éjecter de la moto, ça peut arriver une fois comme ça, mais sur 20 ans de pratique, les moments où je me suis vraiment blessé, je crois que le pied c'était il y a 2 ans peut-être, mais c'est-à-dire j'avais 18 ans de pratique et je me suis blessé pour la première fois, une vraie blessure. Après des contusions, un coup, un machin, des griffures, ça c'est normal. Les pizzas, comme on dit, c'est tout le monde en prend. Ça, on en prend. Même sur la route. Donc en vrai, pour moi, il y a pas plus de stress et de danger que ça. Du moment qu'on pratique pas sur la route entre guillemets, qu'on fait vraiment sur le parking, sur le spot,
On a très peu de risques d'avoir. Surtout qu'on a toujours une veille l'un sur l'autre, même voilà. quand on roule ensemble. On a des sens, de roulage. On sait qu'il y a un sens aller, un sens retour. On a des endroits où, enfin, on sait rouler ensemble. Ouais, après, des fois, quand il y a des gens avec qui on sait pas rouler, ben, on est peut-être un peu plus vigilant, effectivement, à regarder comment ils roulent. Après, on établit des règles assez vite, quoi. Ça se fait. Ça se comprend, c'est naturellement. C'est naturel. Événements de moto acrobatique, de stunt, type compétition, non. Non, ça n'existe pas dans la Caraïbe, pas du tout. Même d'ailleurs, de moins en moins en France et en Europe, même aux États-Unis, ça s'est vachement perdu. Il y a eu une grosse période, c'était avant les années, aux alentours des années 2010, 2008, 2010, où il y avait beaucoup de trucs, il y avait beaucoup de compétitions. Il y avait j'ai connu le Stunt Bike Show, les anciens se rappelleront de ça. Le Stunt Bike Show, j'avais fait même mon tout premier truc au circuit de Mérignac, le Sprinter Steam, je sais plus ce que c'était comme truc avec mon pote Ben Baldini. C'était un événement de scooter dragster. Il y avait une compète de stunt et tout. J'étais avec mon petit MBK stunt et tout. C'était délire, c'était génial. Et mais non, même en France, voilà, ça se perd. Donc pas de compétition dans la Caraïbe. Il y a pas assez de pratiquants de toute façon pour pouvoir faire quelque chose. Après, dans la Caraïbe, il y en a quand même du stunt, mais un peu en modifié, on va dire. Il y a pas mal de gars qui sont assez bons du côté de la Jamaïque, mais c'est du stunt sans être du stunt. Je crois qu'il y a un stunter en Jamaïque, un vrai vraiment avec des motos préparées à cet effet-là. Des mecs qui cabrent et tout, il y en a beaucoup, mais vraiment sur des motos préparées, je parle vraiment de préparation stunt, il y en a vraiment pas beaucoup. Alors des shows et des compétitions, oui, alors voilà, étant jeune au début en 2005, j'ai dû faire une ou deux compétitions, mais c'est pas trop ma cam, c'est pas trop ma tasse de thé. Des shows, oui, des shows de temps en temps, ça arrive. En Martinique, j'ai dû en faire, je sais pas, un peu moins d'une dizaine en 13 ans de pratique ici. En France, quelques-uns aussi. Donc ouais, ça arrive. Quand on me contacte et qu'on me demande un show pour une prestation, pour un événement, pour un truc de sécurité routière, l'ouverture d'une concession, etc. Ouais, j'y vais, y a pas de souci. Après, c'est une pratique comme une autre et les gens aiment ça, donc ça attire quand même du monde, quoi. Toi, tu disais qu'effectivement, tu avais participé avec Arnaud et Sarah à l'ouverture de Ducati. Tu avais fait un petit show avec eux. C'est Harley Davidson. Ouais. C'est Harley Davidson. Ouais. C'est le seul que tu as fait. Ouais, c'est le seul, effectivement. C'est super souvenir. D'ailleurs, moi qui n'étais pas, super, parce que c'est vrai que j'ai quand même c'est dur avec moi, ce côté, c'est un peu mon côté compétition, on va dire. Dans le sport en général, j'aime bien montrer un niveau qui est correct quand je le montre en tout cas. Quand tu pratiques. Et du coup, et c'est là aussi où je me suis rendu compte que le public aussi, il est hyper avenant, hyper à fond, il te pousse à mort. Du coup, ça te pousse à te donner d'autant plus. Et il y a un autre point, c'est surtout que en show, c'est pas de la technicité. En show, c'est des choses simples. Roue arrière, burn, roue avant, un peu de drift, 2-3 cercles, etc. Faire du technique, les gens ils comprennent pas. Ils sont pas calés dans la discipline pour dire waouh, c'est impressionnant. Ils vont préférer presque des fois un simple burn. C'est exactement ça. Je pensais que je me dis bon, j'ai pas le niveau pour faire un show et tout, et au final, ils disent ouais, c'était super et tout. Un show, ça demande vraiment pas grand chose. On n'a pas besoin d'être le meilleur de la terre. Les gens, ils veulent voir quoi si on a une motocross, une bavette, faire du burn, voilà, faire 2-3 roues avant. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors, il y en a pas mal des grands noms et des figures de cette discipline que j'admire. En premier, vraiment, on va commencer par Acef Arias. C'est un ancien, c'est un Brésilien qui a commencé il y a des années. Il roule plus au jour d'aujourd'hui. C'est un retraité, c'est un vieux de la vieille que j'ai eu la chance de rencontrer. Quelqu'un de très gentil, de très humble. Après il y a mon pote Ben Baldini, Benjamin, qui est très fort, qui est incroyable, Jean de Roux aussi. Romain est assez fort, ouais, c'est pas forcément le style que j'aime en termes de roulage, mais puis après ouais, toujours les trucs de l'époque à l'américaine, avec l'équipe, voilà, tout ce qui était Gary, Sunshine States et toutes les grosses équipes, mais majoritairement déjà dans les Français on a
On a des gens qui sont bons, qui sont très très forts. Notamment ma pote que tout le monde connaît, Sarah Lisito, que tout le monde connaît très très bien, qui a un niveau qui est incroyable, qui surpasse bon nombre d'hommes dans la discipline, hein, disons les choses comme elles sont, et c'est une vérité. Mais on a beaucoup de Français qui sont extrêmement bons, et des gens des fois qui n'ont pas forcément une notoriété énorme. Je repense encore à mon pote Laurent Sanquer, qui m'a aidé pour la Stark, qui a un super niveau, qui est super cool, super humble, et quand on le voit rouler, c'est fluide, c'est beau. Seb 5, Sébastien Desbonnets aussi, qui est incroyable. Jorian, vieux de la vieille. Énorme aussi. Jorian qui roule plus, qui est un ami de longue date aussi, que j'ai connu pas mal d'années en France. On roulait ensemble, on a fait beaucoup de rassemblements. Voilà, il y a des gars comme ça qui sont très forts, et on a l'impression que c'est inné, quoi. Donc, beaucoup de Français, quelques Américains, et Acef Farias qui pour moi est le papa du stunt depuis X années. Toi, c'est peut-être un peu plus récent en termes de personnes. Ouais, c'est vrai que c'est souvent moi j'ai des noms comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus récent mes expériences du stunt, des noms du moins. Bien sûr, j'ai beaucoup suivi Jorian, Ben Baldini, Jandro, c'est les principaux que j'ai suivis. Moi, quand j'ai entendu parler du stunt, mais ensuite après, il y a des noms à la scène internationale où Polish Ninja par exemple, Mike Jensen qui est très fort. T'as un peu ces noms-là qui reviennent assez souvent puisque c'est eux qui gagnaient les compétitions. J'oublie son nom, il roule en triomphe. Il avait assez... Oh, j'oublie son nom. Oh la vache. Il roulait en... C'est un Polonais aussi. Ouais, ça me parle. J'oublie son nom, mais en tout cas, c'est sûr que ils sont forts hein, sur les pays de l'Est. Hein. Ouais, les pays de l'Est, généralement, c'est... Comme au Brésil, d'ailleurs. Ils ont fait un gros boom, mais c'est vers les années 2012, 2013. Ils ont fait un gros bond en avant, tout comme les Brésiliens le font aujourd'hui. On n'a pas parlé, mais les Yvon Pokémon et compagnie, là, c'est incroyable. Les mecs, c'est des machines de guerre qui roulent avec des motos stock. Il y a des gars... C'est même pas pensable de les voir faire ça avec leur c'est clair, tu te dis mais c'est incroyable. Comment ils font disons. Alors quel conseil je donnerais aux jeunes qui veulent se lancer dans la moto acrobatique? Je vais être très carré dans les trucs. Casque, gants, chaussures fermées, jeans, obligatoire. Le mieux, essayer de venir, alors c'est de l'investissement, acheter une remorque, la moto, etc. Ou alors venir par la route, je l'ai eu fait aussi il y a quelques années quand je roulais en 50, en plus petite cylindrée, que j'avais pas forcément le permis avec mon stunt ou avec ma petite 50 cm3. Ici, je sais qu'on a vachement la culture des TR 125, ça peut être roulé sur la route, c'est vrai. Conseil, voilà, s'équiper, venir sur un parking fermé, le stade de Milan qui est très bien, nous on est là, on n'a pas de problème à discuter avec les gens, on s'entend avec tout le monde. Il va me donner quelques conseils, c'est ça. Même tester, pourquoi pas. Alors je crois que c'est Wheeling Camp que ça s'appelle, la petite machine à wheeling. Il est sur Instagram. C'est vraiment une bonne école pour apprendre au moins le frein au pied. Après, pour apprendre l'équilibre, pas trop, mais au moins apprendre à freiner parce que la base c'est le frein. Et pas brûler les étapes. Venez pas avec un 1000 GSXR. Venez pas avec une sportive. Venez pas avec un roadster. Investissez. Il y a de l'investissement. Si vraiment vous voulez mettre dans la discipline, investissez. CBR, avoir honte de commencer sur avec une petite cylindrée, soit un DTR 125, soit même une CBR 125 qui sont des machines excellentes. Josué a appris sur ça d'ailleurs, hein. Ou encore les nouvelles générations un peu type Ninja 300, des trucs KTM, qui marchent sans être trop violents et trop dangereux. Un truc qui va lever mais qui va pas être dangereux, où il y a les CRF 250L ou 300L maintenant 300L, plutôt bien. Ça c'est des cylindrées intermédiaires qui permettent de lever sans problème mais qui pardonnent les erreurs, quoi. Et par contre voilà, si vous voulez vous mettre au stunt ou même faire des wheelings tout court, vous allez tomber. Et je vous le dis, vous allez tomber, la moto elle va s'écraser par terre, donc faut savoir que va y avoir des carénages à changer, etc. La Stark, ça fait 20 ans que je pratique. Elle m'a satellisé il y a pas longtemps, alors que j'ai de la pratique depuis des années, quoi. Donc changement de guidon, support téléphone, etc. Il y a eu des dépenses pour la réparer.
malgré la pratique. Ça arrive tout le temps. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. On en a vu des exceptionnels réussir à disons le terme comme il est, se satelliser, quoi. Voilà. Et toi, je pense que tu es un petit peu dans le même truc parce que tu as appris à l'école 125 cm. Ouais, c'est ça. Du coup, même avant, j'ai commencé plutôt avec ma moto de route un peu où je vais tester un peu sur le Z800, Z900. Ouais. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Pas adapté. C'est pas adapté, c'est trop lourd, ça va vite. T'avais glissé même une fois Ouais, là, c'était pas vraiment dans mode stunt, ouais, c'était plus en mode on apprenait à faire des glisses avec et du coup, ouais, bon, forcément, qui cherche trouve, donc c'est ça. C'est sûr que c'est pour ça que l'investissement dans une moto soit full adapté, vraiment, faut être motivé, ou alors effectivement un petit super motard, pas puissant, hein, on va pas parler de 690 ou de 450, hein, je parle de petite cylindrée, hein, un petit 254 ans ou une petite 125 pas trop puissante, c'est la meilleure chose, c'est voilà, ça fait moins mal, il y a des fois on peut trouver, alors c'est un peu dur à trouver, mais un CBR 125 ça coûte 800 € quoi, enfin, entre guillemets, et même d'origine on peut en faire quoi, une DTR, alors c'est un peu surcoté maintenant. Mais c'est une moto où quand ça tombe, ça craint pas grand chose et en plus de ça, ça coûte pas excessivement cher à l'investissement, quoi. C'est pas des motos qui sont chères, quoi. Alors, pour me suivre, moi, ça va être très simple au niveau des réseaux sociaux. Alors, il faudra qu'ils l'écrivent en bas. C'est BenBenStunt 972 sur Instagram. Majoritairement, ça va être Instagram. BenStunt 972 tout attaché. Et je poste généralement dès que je vais rouler, je mets une petite story, Stade de Milan à 15h, etc. Ou sinon, je vais pas dire tous les samedis parce que ça serait mentir. Il y a des fois où la fatigue et la sieste appellent. Hein. On prend de l'âge, donc on commence à se faire vieux. Mais généralement, quasiment tous les samedis. Tous les samedis aux alentours de 15h30, 16h, on arrive un peu plus tard pour profiter un petit peu du soleil descendant. Donc voilà, réseaux sociaux. Josué, c'est pas trop sa tasse de thé. Ouais, non, pas trop. Il est pas réseaux sociaux, donc si vous voulez savoir quand on roule, faut regarder sur mes réseaux. C'est clair. C'est là où vous le verrez. Généralement, dès que je vais rouler, je mets une petite story. C'est un profil public en plus, donc vous pouvez vous abonner, mais c'est en public. Donc je note les créneaux de roulage. Je mets généralement le samedi directement, je mets une petite story. Alors un mot pour les amateurs de cette discipline qui découvrent grâce à nous, hein, disons les choses comme elles sont. J'espère que vous appréciez ce que vous voyez. On n'est pas là pour faire du spectacle, hein, avant toute chose, mais je sais que les gens aiment bien des fois venir se poser avec les enfants dans la voiture, les faire regarder. Je sais que les gens ils aiment bien, donc ça fait une petite animation gratuite à venir regarder de temps en temps. Donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à venir hein, sur le stade, même si vous nous voyez du moment qu'on est arrêté, venir nous parler. On mord pas, on peut discuter, c'est cool. On est là tranquille, on est là pour passer un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Et surtout, j'aurais rajouté que si ça vous trotte dans la tête, faut pas hésiter parce que moi aussi, il y a pas si longtemps, je pensais que j'étais pas fait pour ça à la base. Je dis pas que je suis fait pour ça, je suis bon là-dedans. Non, mais tout le monde peut le faire avec du travail. Et au final, avec des efforts, on y arrive, quoi. C'est sûr que on cherche pas à on cherche pas à être les meilleurs du monde. C'est pas le but, c'est se faire plaisir. C'est kiffer et c'est le principal, en fait. Et au final, on peut se dire qu'on peut passer de l'autre côté, quoi. Faut juste prendre son courage à deux mains et se dire bon, on y va. En plus, on est là, donc on peut aider. Comme on m'a aidé, je pourrais aider ceux qui veulent s'y mettre volonté. Donc de ce côté-là. C'est vrai que j'ai eu un peu moins de chance. Moi en 2005, il y avait moins de monde, donc j'avais mon pote Mathieu Scumi qui m'a aidé à aller c'était la grande époque des mécènes. Hein. Ça date de très longtemps. On se donnait des conseils, des tuyaux de prépa, etc. Mais c'est vrai que voilà, n'hésitez pas. C'est pas une discipline qui est vraiment coûteuse, hein, disons les choses comme elles sont. La plus grosse dépense, c'est la préparation de la moto. Une fois que la moto elle est préparée, objectivement, il y a très peu de dépenses. Même l'essence, on met du carburant à chaque session par sécurité, mais on peut faire 3-4 roulages sans mettre de carburant. On le met par sécu, on ne va pas tomber en panne de carburant et se faire éjecter de la moto. Mais c'est une discipline. Pour moi, c'est même peut-être une des disciplines
moto, qui est peut-être les moins coûteuses. Les moins coûteuses, ouais. Ouais, parce que le supermoteur ça coûte cher et le stunt vraiment ça coûte. En termes de consommables, vu qu'on fait beaucoup de récup, donc. C'est ça, c'est ça. Donc c'est abordable, donc n'hésitez pas si vous voulez tester, ça vaut le coup d'essayer quoi. Bon, donc on arrive à la fin de la présentation de la discipline. J'espère que vous avez bien aimé. Merci à Josué d'être venu. Je sais que passer à l'image c'est pas trop son truc. Moi vous avez l'habitude de me voir, donc c'est du vu et du revu. Dans un cadre un peu différent avec mes bécanes, je suis content que vous ayez pu voir la moto un peu plus modifiée. Ça fait plaisir que vous ayez une petite idée des modifications qu'il y a eu. Et donc n'hésitez pas aux réseaux sociaux comme d'habitude d'Ouvango à vous abonner, que ce soit l'Instagram, le Facebook ou la page de la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à regarder mon Instagram, donc je le redonne, BenbaStunt972, BENBENSTINT 972 pour regarder les jours où on va en session et à passer nous voir. Mais je suis content, ça fait longtemps que je voulais faire ce petit reportage avec Josué pour présenter la discipline. Voilà, on vous a un peu présenté à quoi ça ressemble et de quoi ça s'agit. Et on vous attend sur le stade pour nos prochains entraînements et on se retrouve pour des prochaines vidéos sur Ouvango. À bientôt. Oui.